Ouais, c'est peut-être ça en fait le souci que j'ai, c'est que peut-être j'oublie que c'est pas vraiment un film de Noël, c'est un film de Tim Burton. Et c'est pour ça que ça m'a un Oui, peu... c'est vrai que on a oublié de parler de Noël, merde. Et bienvenue sur Fredcast, je suis votre hôte Arknea et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Je suis aussi aujourd'hui accompagné de Noki Day. Bonjour à tous et joyeux Noël. Je suis accompagné de Pamancha. Joyeux Noël, je suis là moi aussi. Et je suis accompagné de Daisu. Bonne année. T'étais trompé. Et joyeuse Pâques. Et exceptionnellement aujourd'hui, pour Noël, pour les fêtes, nous sommes enfin accompagnés du vrai, du seul, du l'unique Uwe Ball. Dites bonjour Uwe Ball. Hello, yes, Uwe Ball. Voilà, il restera avec nous pour toute la durée de l'émission. Et aujourd'hui, bien sûr, le thème de Noël, on a regardé chacun des films qui nous rappelaient cette période des fêtes merveilleuses, la fin de l'année, la neige, tout ça. Et j'aimerais commencer cette émission en vous posant cette question pour vous. Qu'est-ce que c'est un film de Noël ? Je vais répondre comme ça. Moi, j'ai choisi mon film de Noël en me disant il se passe à Noël, c'est bon. Ok, c'est un choix comme un autre. Pour moi, un film de Noël, eh bien, ça transmet des valeurs et tout. Mais bon, le plus important, c'est que pour une fois dans l'année, pour les fêtes, on peut se permettre de regarder des films pas terribles. Voilà, c'est ça qui pour moi l'important dans les films de Noël, c'est que c'est des films qui nous donnent du chaud au cœur, qui sont pas très bons, mais c'est pas grave, on les aime quand même tels qu'ils sont. Et je pense que ça va beaucoup se ressentir avec les films qu'on a choisis aujourd'hui. Mais bon, le plus important, c'est ça en fait. Ce sont des films qui nous réchauffent le cœur. Et ouais, parle pour toi. Ouais, moi mon film ça va, il est bien. Hein. Non, mais en vrai, ce que je veux dire, c'est que c'est des films à qui on pardonne facilement beaucoup de défauts. Je dis pas qu'ils ont forcément des défauts, mais dès qu'ils en ont, on leur pardonne très facilement, je trouve. Et on les aime comme ça, on les aime tels quels. Je pense surtout les défauts qu'on pardonne à ces films, c'est pas forcément des défauts, c'est plus genre le côté un peu cucu, un peu plan-plan, les jolis sentiments, les jolis petits... c'est surtout des films familiaux. Ouais. Mais ça n'empêche pas, justement, que les réalisateurs se sont bien amusés à jouer un peu avec tous ces codes. Hein. Ou à les pervertir. Oh. Ah non, on va pas exagérer. Il n'y a pas de perversion à Noël, voyons. En tout cas, moi, j'ai choisi le film pour aujourd'hui qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire le plus déprimant. Voilà. Bonjour. Plus déprimant. Non, par rapport à Noël, j'aurais pu choisir le tombeau des Lucioles, mais après, c'est pas vraiment Noël non plus. Mais bon. Donc, on peut commencer un peu à présenter déjà les premiers films. Alors, le premier film dont nous allons parler, c'est Tokyo Godfather, que Nokide nous a gentiment proposé. This bundle of joy is a Christmas present sent from God. She's our baby now. Huh? You know what sounds a lot weirder? The fact we have a crying baby in here. I'm not saying you're wrong, but what can we do about it? Find her parents. You want to find her parents? You're trying to play house when we're three good-for-nothing bums who can't even look after ourselves. Et qui devait faire encore le résumé de ce film ? Ah, c'est moi. Pamancha. Tokyo Godfather est un film d'animation réalisé par Satoshi Kon. C'est l'histoire de 3 sans-abri, un homme ruiné, une femme transgenre et une adolescente en fugue qui découvrent un soir dans la période de Noël, un peu avant Noël, qui découvrent dans un tas d'ordures un bébé abandonné. Et direct, Anna, qui est la femme transgenre du groupe, se prend d'affection pour ce bébé et elle décide sur le coup de se mettre en quête de ses parents, de leur demander pourquoi. Et ça va être très galère parce que en vrai, ils avaient aucune info à part une petite clé. Ouais, mais c'est un peu ça tout le truc, c'est toute l'histoire se déroule comme un jeu de piste, mais au milieu de tout ça, il y aura leurs enjeux personnels. Leur moment de gloire. Oui, et c'est une aventure trépidante, avec leurs moments de gloire, mais aussi leurs moments de désespoir et de déclin.
Mais en vrai, oui, c'est carrément presque comme une histoire d'aventure parce que ils font des rencontres avec d'autres personnages, des personnages qui vont devenir peu à peu récurrents parce qu'on va les voir plus tard et il y aura vraiment plein de retournements de situation parce que en fait ça se construit beaucoup sur les personnages. C'est que les personnages ont un peu leur passé que le spectateur va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Donc, et il y a des retournements de situation. On va à la fois les apprécier, ces personnages, on va les détester, parce que il y a un peu ce jeu, cette thématique que tient fort Satoshi Kon, c'est un peu le jeu du mensonge, de la réalité et de l'irréel, quoi. Donc, c'est vraiment une construction scénaristique qui est sans vraiment superflu. Il n'a pas besoin d'utiliser des codes sensationnels de la fiction. Il utilise juste des petites histoires de la vie de tous les jours pour vraiment construire toute son aventure, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est vrai que le scénario est structuré très très efficacement. En fait, il n'y a jamais un moment perdu. Surtout que c'est une histoire très simple, mais qui suffit en elle-même. Hein. On suit pas vraiment des personnages incroyables, mais comme disait Nokida, tu t'attaches à eux, donc tu les suis, et ils font tout le film, hein, clairement. Je sais pas si je dirais qu'ils sont pas incroyables, en fait. Je pense qu'ils sont, enfin c'est ça leur force, c'est qu'ils sont très recherchés, ils sont pas simplistes. Non, ils sont pas simplistes, mais ils sont très humains finalement. Il y a pas, comme ils le disent plusieurs fois dans le film, ce sont pas des héros d'action. Voilà, c'est basiquement c'est une bande de clodos, quoi, mais ils sont gentils. Et d'ailleurs, je sais pas si une petite note que je me suis fait à moi-même durant le film, je sais pas si vous serez d'accord, mais je trouve qu'il y a un côté très Triplette de Belleville que j'ai retrouvé dans ce film, dans le côté le monde un peu, c'est un monde très réaliste, mais en même temps avec des côtés un peu fantasy comme ça. Oui, c'est vrai. Après, les Triplettes de Belleville est complètement dans un univers. C'est beaucoup plus réaliste, oui. C'est plus un univers réaliste qui, des fois, se déforme un peu pour devenir un truc plus. Quand je parlais des défauts qu'on pardonne aux films de Noël, là, typiquement, il y a. Le défaut, enfin, pas le défaut, mais on va dire la facilité scénaristique qui est justifiée par le fait que ce soit Noël, c'est que, comme pour citer Jour du Grenier, ils sont dans Tokyo et quelles que soient les circonstances, ils vont toujours trouver une façon de se retrouver, alors que c'est une ville immense quand même. Ah oui, non, tout à fait des facilités scénaristiques, mais franchement qui sont pas dérangeantes. Ah non, je dis pas le contraire. Mais tout est justifié par le fait que ce soit Noël, en fait. Tout à fait. Donc, c'est justifié par que ce soit une aventure rocambolesque. Et en plus, ça rajoute au rythme du truc, parce que s'ils passaient des heures à chercher, si on les montrait chercher pendant des heures dans les rues, en fait, ça serait pas intéressant, quoi. Oui. Il y a aussi le fait que sans trop spoiler, le coût du ticket de l'auto, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le truc, c'est grosse coïncidence quand même. Il fallait vraiment qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent. Mais je veux dire. Les personnages le disent, c'est le bébé, c'est un peu un signe de Dieu, quoi, qui veulent qu'il retrouve ses parents. Donc ils vivent une aventure de Noël où ils vont découvrir leur passé, ils vont redécouvrir leur passé, ils vont devenir de meilleures personnes à la fin, tout ça. Ils vont se confronter à eux-mêmes. Voilà, exactement. En tout cas, je sais pas si on allait encore un peu en aborder, mais vous avez encore pour l'instant pas encore du tout parlé de l'aspect comédie. Est-ce que vous avez ri devant le film ou pas? Oui, mais il est drôle. Voilà, c'est ça. Il est drôle. Il y a quand même des fois où je sais pas s'il a un peu vieilli. Il y a des fois des gars qui tombent un peu à plat, je trouve encore. Il a vieilli sur certains aspects très très spécifiques, je pense. Semble. Après, oui, ça reste léger. C'est pas trop lourd en fait, justement. Il aurait pu être beaucoup plus lourd que ça, beaucoup plus pesant. Et il arrive à trouver le juste milieu entre comédie sympathique et un peu grave quand même. Donc il est bien dosé, quoi. Surtout que je trouve qu'il y a 2-3 gags comme ça qui sont en arrière-plan, on s'attarde pas trop sur eux, et c'est ça que je trouve qui rend très drôle. Comme par exemple au début, quand ils vont à l'assaut populaire et que t'as un personnage transgenre qui explique comme ça, donnez-moi une double part, je mange pour 2, tu sais, comme pour dire je suis enceinte. Et que par la suite, du coup, elle a un bébé, que forcément, dans la rue, il tombe sur la fille qui est comme ça. Oh, c'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. Mais vraiment, le moment qui m'a vraiment fait rire, très très fort,
C'est le moment avec la fée. Je sais pas si vous vous souvenez. Avec Oui. la Ah oui, fée j'avoue. qui demande comme ça. Tu veux ma magie ou tu veux une ambulance? Je veux une ambulance. Ah bordel. Ça, j'avoue, ça m'a vraiment fait rire. Ça, c'était très drôle. Ah oui, complètement. En plus, en parlant d'ambulance, ça me rappelle justement une scène qui m'a fait rire aussi. Oui, c'est le oui, fait oui. que vers la fin, comme ça, il y a une ambulance qui s'écrase sur une pharmacie en plus. On sait pas comment. Et puis t'as l'ambulancier qui descend, il fait appeler une ambulance, s'il vous plaît. Ah, purée. Non, mais franchement, oui, c'est pas des blagues en fait qui sont, on va dire, qui fera rire tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai ri pendant tout le film, quoi. Je dirais même que j'ai moins ri la première fois. J'ai plus ri au deuxième visionnage, quoi. Ok. Parce que peut-être durant le premier visionnage, j'étais beaucoup plus concentré sur l'histoire, sur les personnages, sur l'aventure. Et là, je m'attardais plus, voilà, sur les détails et tout ça. Mais franchement, les blagues m'ont bien fait rire, quoi. Après le deuxième visionnage. Donc, je trouve que, allez, je peux pas dire que c'est la plus grande comédie de tous les temps, mais je trouve que c'est quand même une comédie qui à la fois s'adapte sur des thèmes qui sont pas faciles, qui sont très sensibles et qui arrive à les mieux maîtriser, quoi. Donc c'est des gags sur des thématiques assez déprimants et qui arrivent à être efficaces. Ouais, tout à fait. Ouais, bah moi je trouve que l'humour c'est très bien dosé en fait. Enfin, parce que comme disait Dessous, ça aurait très bien pu très facilement être beaucoup plus lourd et ils ont su garder cette espèce de recul, cette espèce de légèreté, de volupté. Ouais. Je cherche un mot spécifique, mais je le retrouvais pas là tout de suite. Okay. Donc, mais c'est pas grave, c'est bon. Ça m'arrive aussi. Enfin oui, je trouve que ça en fait jamais trop, et du coup ça fait à chaque fois mouche. Hein. Ouais, c'est vrai que l'humour est pas appuyé non plus. Il est pas. Ouais. Il se met pas en travers de l'histoire ou quoi que ce soit de la narration. Donc, Mais on voit que le mec, il aime bien faire de l'humour et donc il en met, mais il a une base, il a une histoire construite. Je veux dire, comme on l'a dit un peu au début, on peut le voir comme une histoire d'aventure, quoi. Avec des péripéties, des retournements de situation. Et voilà, en fait, quand tu as une base déjà bien construite comme ça, mais l'auteur, il se fait plaisir et les blagues, ils sont pas lourdes. Parce qu'il s'attarde pas que sur les blagues. Il se dit pas à un moment, oui, en fait, il faut que les blagues marchent à 100%, tu vois. Oui, mais les blagues renforcent les retournements de situation et le côté aventure, tout ça. Ce que j'aimerais dire sur l'humour, en fait, c'est peut-être pour ça aussi que ça marche très bien. C'est qu'en fait, finalement, c'est de l'humour aussi qui est très ancré dans la réalité. C'est absurde, mais c'est absurde comme pourrait l'être une situation de la vie de tous les jours. Hein. Il y a jamais vraiment quelque chose qui sorte vraiment du cadre dans lequel vivent les personnages. Par exemple, on parlait du coup de l'ambiance. Voilà, on a tous eu une situation un peu dans ce genre-là où tu sais, où justement t'as eu un coup de bol énorme et t'as un truc ridicule, tu vois, qui se déroule juste après, tu vois, c'est le genre de choses qui pourraient totalement arriver dans la vraie vie. Et puis, l'humour vient aussi beaucoup du fait que les personnages sont un peu pathétiques, tu vois. T'as le côté alcoolo d'un côté, t'as le côté un peu fragile de l'autre, en mode ah non, s'il vous plaît, laissez-moi ici, continuez sans moi. Enfin voilà, tu vois, comme pour un peu mélodramatique. Ouais, c'est ça exactement. Mais tu vois, on connaît tous quelqu'un qui est mélo comme ça, tu vois, qui se la joue vraiment en mode grosse victime. Mais bon, mais en même temps, tu vois, dans cette scène justement, on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui porte le bébé depuis le début, tu vois. Donc bon, je peux un peu comprendre qu'au bout d'un moment. Ouais, mais après, en vrai, j'aurais même tendance à dire que c'est elle qui est le personnage le plus fort des trois. Clairement. Oui. Enfin, le plus noble, le plus. Typiquement, c'est l'archétype du cœur. C'est l'archétype du cœur. Dans les histoires de fiction, quand il y a un groupe, il y a toujours des archétypes qui reviennent. Et bon, le cœur, c'est le personnage qui lie tous les autres. En fait, c'est souvent un comic relief. C'est le personnage le plus innocent, le plus sympathique, souvent, qui n'est pas forcément le plus fort, mais qui permet aux gens en fait de les coller ensemble. C'est un peu leur excuse, quoi. Et en fait, ce choix de la femme transgenre a été assez audacieux de la part de Satoshi Kon, parce qu'il faut savoir que c'est un film d'animation japonais. En plus, c'est un film qui a été réalisé quand même il y a en longtemps, 2003, oui, c'est il y a un moment. Il y a un moment, donc
avant-gardiste, avant l'heure, tu vois. Ouais. Et le fait que ça soit un personnage principal qui finalement apparaît aussi souvent que les deux autres, c'est même audacieux dans point de vue du cinéma en général, parce que au finalement, on voit très peu ça, en tout cas en film. Surtout à cette époque-là, 2003. Hein, donc je rappelle. Maintenant, il y a peut-être beaucoup plus de films sur les transgenres, c'est sûr, mais Ouais, il y en a quelques-uns, mais ça reste super minoritaire en fait. voilà. Mais, Voilà. même Et je pense que c'est rarement des gros films. Et s'il y en a dans des productions plus ambitieuses, c'est généralement genre soit dans un cast très large de personnages, soit c'est un personnage plus secondaire. Tu vois. juste un truc que j'allais dire, c'est que je trouve intéressant parce que il montre une image de Tokyo que nous Européens on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Déjà au niveau des sans-abri, mais aussi on voit un moment dans un mariage qui basiquement qui est tenu par une famille qui travaille dans le syndicat du crime. On voit des immigrés qui viennent d'Amérique latine. Donc voilà, c'est pas vraiment des trucs qu'on a l'habitude de voir dans les médias japonais, dans les films ou les séries de ce pays. Donc rien que pour ça, je trouve ça intéressant. Montrer un petit peu cette réalité cette réalité de la rue, on va dire, hein, cette réalité un peu moins chatoyante que le Japon possède. Hein. Ouais, un peu cet envers du décor Ouais, c'est ça. de Tokyo. Quoi. Mm-hmm. Ouais, on est d'accord aussi. Je dirais que c'est surtout le passage avec sur les guerres de clans. Mais oui, qui montre justement un Tokyo beaucoup plus multiculturel, cosmopolite. Surtout un Tokyo un peu plus sale, un peu plus pas aussi incur que ce qu'on pensait. Mais en même temps, c'est normal. C'est une ville comme une autre. Voilà, il y a dans toutes les villes du monde, t'as un envers du décor comme ça. Ok, du coup, pour conclure... Donc, juste un truc, est-ce qu'on ferait pas une petite présentation de Satoshi Kon quand même, parce qu'on n'a pas plus parlé que ça du type. Ok, Satoshi Kon, c'est un réalisateur qui nous a quittés il y a quand même quelques années, malheureusement. Très jeune, hein, je pense que... à 46 ans. 46 ans, oui, vachement jeune, quoi. Donc du coup, sa carrière de réalisateur s'est arrêtée brusquement. C'est vraiment triste parce que c'est un réalisateur qui a fait énormément de chefs-d'œuvre dans l'animation japonaise. Son plus connu, c'est Paprika, hein, qui a été une référence pour faire Inception. Voilà, qui est probablement Inception 0 en réalité. Ouais, en plus, avec Paprika, il a été même plus loin que Inception, parce qu'en fait, c'est un réalisateur qui, dans toute sa filmographie, il a toujours adoré de jouer avec le réel et la fiction. C'est un mec, je pense que c'est un cinéphile. De base. Je pense que tous les gars qui font du cinéma sont cinéphiles quand même. Ah, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y a Kitano. Bon, on sait pas trop. Et UV Ball, qu'en pensez-vous Ah si, UV Ball est fan de cinéma. D'ailleurs, il me le confirme juste à côté de moi. Donc, Look, I'm not a fucking retard like all that social critic George Clooney bullshit what you get every fucking weekend. Bien sûr, bien sûr. So you have to really wake up and you have to see me what I am. I'm the only genius in the whole fucking business. Donc, voilà, Satoshi Kon, c'est un réalisateur qui aime beaucoup jouer sur le réel et l'irréel. Pourquoi ? Parce que dans ses films d'animation, en général, c'est toujours des histoires, on va dire, un peu réalistes, dans le sens où c'est jamais dans un monde de science-fiction ou imaginaire, parce qu'il pourrait, hein, c'est de l'animation, donc en vrai, on peut vraiment partir loin dans les délires artistiques. Mais lui, il a toujours voulu faire des films, on va dire, vraisemblables, qui s'accrochent au réel japonais, en fait. Et puis après, par moment, il se dit « Ah non, mais la fiction, c'est quand même bien. » Donc, il part un peu en délire, comme ça, en métaphysique, en réflexion philosophique. Et franchement, c'est un réalisateur qui a été considéré comme l'un des plus grands au Japon, à côté de Miyazaki. Donc forcément, on ne touche pas à Miyazaki, c'est sûr. Ouais. Mais...
C'est un autre délire, c'est pas la même chose. C'est différent. D'ailleurs, Tokyo Godfather, est-ce qu'on peut dire que c'est son plus linéaire C'est son plus linéaire, oui. C'est son plus soft. Voilà, c'est le plus pour tout le monde. Bah, peut-être juste, du coup, une conclusion sur Tokyo Godfather. Oui. Recommandé unanimement, point d'interrogation. Je pense. Ah bah clairement, oui. Pour moi, c'est un très grand oui pour moi. Je pense que tout le monde a bien aimé, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est bien. Très bien réalisé, très bien écrit. On va dire peut-être... Très bien animé aussi. Oh, ça, oui, et très bien animé. Et très bien animé. Ok. Voilà. Bah du coup, on peut passer au second film qui est Krampus, que j'ai proposé. Saint Nicholas is not coming this year. Instead, a much darker, ancient spirit. Those are hooves. Elk or goat? What kind of goat walks on its hind legs? His name is Krampus. Everybody, hold on to each other. He is the shadow of Saint Nicholas. Ok, et du coup, Nokide va nous faire le résumé. Oh mon Dieu. Ok, je me prépare. Ok, Krampus. C'est un film américain réalisé par Michael Dougherty, qu'on connaît surtout pour avoir réalisé le dernier Godzilla. Et Krampus aussi. Et Krampus, donc le film avant son Godzilla. Donc voilà, déjà je partais avec un peu un avis un peu mitigé parce que bon... Voilà, après ma grosse déception de Godzilla, j'étais pas très certain que Michael Dougherty m'impressionne. Mais bon, voilà, donc je vais en parler un peu plus tard. Donc c'est un Krampus, c'est un film qui a été réalisé en 2015 et qui raconte l'histoire d'une famille qui fête Noël. Voilà. Donc c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Attention, c'est là que ça commence. Alors, cette famille, elle est très particulière parce que, on va dire que, oui, c'est une famille qui partage le même sang, mais qui ne partage pas du tout les mêmes idéaux. Qui n'ont pas les mêmes valeurs. Qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Alors, pour éviter de parler de politique, on va simplement dire qu'ils sont... ils sont dysfonctionnels, quoi. Ça ne fonctionne pas, l'ambiance est merdique. En gros. Et donc, l'ambiance est merdique. Et ça fait chier Max. Oui, Max. Oui, c'est ça. Ça fait chier Max, donc l'enfant de la famille principale, qui lui rêverait d'avoir un Noël, on va dire, tout à fait normal, sympathique. Et ça le fait chier, pour lui, de voir sa famille complètement disloquée. Et donc, Max souhaite que tout le monde disparaisse. Et c'est un souhait qui va être exaucé par une créature mythique venant de l'Europe de l'Est. C'est à toi, pas mon chat. Il me semble que c'est allemand. Mais c'est peut-être... Ouais, mais il me semble que c'est genre allemand ou un truc comme ça. Peut-être. Donc, pour les Français et Belges, imaginez le père Fouettard en version diabolique de l'enfer infernal, comme vous voulez, se ramener avec toute sa troupe et foutre un bordel dans toute la ville. Et ils amènent l'hiver en plus. Donc voilà, c'est un film fantastique, on va dire d'horreur, comédie horrifique, je pense qu'on peut le dire, comédie horrifique. Oui, totalement. Oui. Donc voilà, donc c'est un gros monstre, c'est une histoire de gros monstre en fait. Voilà, j'ai proposé ce film parce que honnêtement, je pense que, personnellement, ça fait partie de mes classiques de Noël. Franchement, chaque année, j'essaie de le remater. C'est un film qui me fait rire, qui me fait, c'est pas un film qui me fait très peur. Parce que voilà, c'est de la comédie horrifique, mais c'est très bien fait dans le sens où même si c'est pas un film qui va à fond dans le gore, tout ça, il trouve toujours des petits moyens pour essayer de faire en sorte que ça paraisse plus trash que ça ne l'est. Donc juste pour ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et puis ça change un peu des films de Noël, rempli de bons sentiments, tout ça. Là, c'est un film où tout le monde est un gros connard et tout le monde ne profite et personne ne profite du temps des fêtes. Donc voilà, ça change un petit peu. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une subversion du film de Noël classique? Ouais,
disons que c'est pas non plus le premier film qui fait de la surveillance Noël. C'est même pas le premier film d'horreur à Noël. Hein. Il y en a plein des comme ça. Non, mais il y en a des tonnes. Ouais, clairement. Mais bon, pour une fois, si, ça change des autres films dans ce genre-là parce que bon, c'est pas le Père Noël qui est le méchant, c'est cette créature mythologique qui est pas forcément super connue. Hein, donc, je pense que ça vaut le coup. Et puis. Mais bon, oui, en soi, oui, ça reste quand même une subversion, des films de Noël où bon, ça commence dès le début. D'ailleurs, j'aime beaucoup le plan de début avec le Black Friday où tout le monde, tu vois, est en mode full matérialiste. On va dans les supermarchés, on commence à tabasser tout le monde pour avoir les cadeaux qu'on veut. Et c'est même pas une exagération, c'est vraiment comme ça que ça se passe, tu vois. Donc, déjà, juste pour ça, le film est très drôle. Ensuite, il y a les deux familles, tu vois, il y a le choc, on va dire, culturel, qui se fait. Avec la famille de la ville, enfin peut-être une famille quand même qui est, on va dire, j'ai pas vraiment de mots pour les décrire, mais tu vois, on va dire classique, ils sont riches, quoi. Voilà. C'est la banlieue. Non, justement, ils sont pas conservateurs. Non, démocrates. Non, attends. D'après ce que j'ai entendu, donc la famille principale représente un peu la famille démocrate. Tandis que la famille qui arrive, qui débarque, c'est vraiment les conservateurs Trump. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça se ressent très très fort que c'est un film pré-Trump. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est basiquement l'autre famille, c'est la famille de redneck. Voilà, ils sont forts de droite. C'est des chasseurs. T'as le père là qui essaie de faire ressembler ses filles à des garçons, tu vois, parce qu'il aurait préféré. Enfin voilà, et du coup t'as ces deux familles qui s'entrechoquent. Et il y a une scène que j'aime beaucoup où t'as le Max qui va dans sa chambre parce qu'il s'est fait un peu humilier par ses cousines. Et du coup, t'as le père qui vient le voir, qui essaie de lui expliquer l'esprit de Noël, mais même lui, il y croit même pas, tu vois. Il dit genre, tu sais, à Noël, c'est important, tu vois, d'accepter les autres, de faire un effort pour pouvoir faire en sorte qu'on passe tous un bon moment. Mais pourquoi, papa? Oui, en fait, je t'avoue, j'en sais absolument rien. Mais tu crois vraiment que ça vaut le coup? J'ai très envie d'y croire, Max. Vraiment, j'ai très envie d'y croire. Tu vois, juste ça, je trouve ça vraiment très drôle, tu vois. Ouais, j'avoue, c'était assez pas mal cette scène. Je pense qu'il y a ce réalisateur qui joue un peu avec les codes comme ça. Et il aime bien un petit peu parodier ces personnages comme ça. Et puis, ce qui le rend aussi un peu original quand même, c'est le fait que t'as pas tellement de films où t'as vraiment des vraies créatures de Noël horrifiques. T'as des méchants comme c'est souvent en fait des tueurs en série qui sont déguisés en Père Noël, ou t'as Père Noël qui tourne mal, ou éventuellement t'as Jack Frost, mais c'est plus. Ou alors t'as le Père Noël contre les Martiens, contre les zombies ou contre. On va dire, à part ce film, je vois juste Jack Frost, le bonhomme de neige démoniaque, comme monstre de Noël, mais bon. Voilà, c'est à peu près tout, quoi. Le truc, c'est que l'imagerie de Noël, c'est très connoté au cinéma, c'est très connoté film gnangnan. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, pour le coup, t'as des vrais monstres, comme t'as les petits bonhommes de pain d'épices psychopathes, t'as les décorations de Noël on peut parler des petits bonhommes de pain d'épices. Si tu veux. Mais t'as aussi le Jack in the Box, je sais plus comment on appelle ça en français, mais le petit bouffon, le pantin dans sa boîte, qui est une espèce de gros asticot comme ça qui dévore les enfants. Je trouve ça génial, quoi. Tu vois, c'est mais génial. Ce que j'allais dire, justement, on voit typiquement dans cette scène ce qu'ils font pour faire en sorte que le film soit un peu plus gore que ce qui paraît visuellement, c'est qu'ils rajoutent plein de sons comme ça. Il y a un vrai travail sur le son dans ce film pour vraiment rendre le truc bien dégueulasse, tu vois. Oui, mais en fait, moi, ce que je trouve surtout intéressant avec les monstres qui apparaissent, c'est qu'il y a beaucoup d'effets pratiques. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça, c'est très chouette. Et ça, je trouve que c'est vachement cool pour notre époque, 2015, quand même très récent. Et c'est vachement cool de voir beaucoup d'effets pratiques. Et je trouve que les effets spéciaux, quand il y en a, ils sont pas trop moches. Les pains d'épices, je trouve quand même qu'ils font un peu... Ouais, non, ils font très faux, mais c'est pas très grave, je trouve. Non, les pains d'épices, ils font vraiment faux. Ouais, non, c'est clair. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense, peut-être, si je peux un peu donner un avis général sur le film, je pense que c'est rigolo
Après, je sais pas si... Enfin, personnellement, je le considérerais comme un classique de Noël, en tout cas pour moi. Je me dis sans doute que c'est pas vraiment mon délire, c'est pas vraiment... Enfin, j'avais vu une vidéo sur le film qui disait qu'en fait, c'était probablement un bon film d'horreur pour commencer à regarder des films d'horreur quand on est, assez jeune. Ah, c'est pas faux. Ouais. Enfin, tu vois, genre des films comme ça, des films comme genre Gremlins. C'est quoi ? Ouais, c'est comme celui-ci. Enfin, des films comme Krampus, des films comme Gremlins, qui sont des films qui sont quand même un peu rigolos qui peuvent plaire aux enfants. Ouais, qui sont tous les deux des films de Noël. Ouais, qui sont des films de Noël, donc ils sont genre oh, Noël, j'aime bien. Ils ont un petit côté cartoon. Du coup, ça les rend quand même un peu drôles. Mais ils sont aussi un peu... ils font un peu peur, ils sont un peu dégueux, ils sont un peu intenses par certains moments. Enfin, comme tu disais, le sound design est assez vénère. Mm-hmm. Donc, il y a un côté un peu comme ça, genre, oh là là, c'est un bon film à montrer à des jeunes pré-ados ou des ados pour que eux sachent s'ils sont attiré par le genre de l'horreur, en fait. Après avoir ça comme ça un peu à froid, je me dis oui, c'est rigolo, mais... je suis pas convaincu que, en fait... En fait, c'est un peu l'impression que j'ai eue, j'ai l'impression que c'est un script qui est probablement meilleur que le film qui en a été retiré, parce que j'ai eu quand même le sentiment que plusieurs fois, t'avais eu des effets qui étaient supposés être plus drôles qu'ils ne l'ont été. Finalement dans le film, en tout cas pour moi. C'est-à-dire par exemple, en fait à quelques moments t'as eu un monstre qui était sur le point de s'échapper comme ça, et t'avais un personnage qui arrivait derrière avec une hache comme ça qui faisait genre tu sais, qui a le moment de la réplique cool, tu vois. Et puis il va pour taper, et en fait le fait qu'il ait pris le temps de dire la phrase a donné au monstre le temps de s'échapper, tu vois. J'avais le sentiment en voyant la scène que c'était censé être un drôle, mais plus que drôle, enfin plus qu'une blague, c'est genre c'est censé être une parodie du moment cool de film, tu vois. C'est genre le moment cool de film. En fait c'est débile. C'est juste, c'est pas vraiment passé comme ça. C'est plus passé genre c'est con, en fait. Oui, tout à fait. J'ai eu la même impression, en fait. J'ai eu l'impression à ce moment-là que je voyais la parodie, mais je la trouvais pas nécessairement drôle, en fait. C'est plus, je sentais l'intention de parodie plus que... Oui, voilà. Moi, je suis pas sûr que c'est une parodie. J'ai l'impression que c'est juste un cliché d'écriture qui se retrouve là. Parce que justement, je vois pas en quoi... Vu qu'il y a pas de côté subversion, moi, je l'ai pris, c'est juste un cliché d'écriture à la con. Et voilà. Ça manque de subversion. Peut-être. Ouais, mais enfin, en vrai, moi, je sais pas vraiment si c'est parce que le film a raté son aspect parodie, ou alors si il y avait pas de parodie du tout. Ouais, moi aussi, j'ai du mal à savoir. Je suis pas complètement convaincu. Après, je me dis, voilà, enfin, pour un film qui a des monstres bonshommes de pain d'épices, je me dis probablement que ils savent que c'est un peu con. Mais j'en sais rien, parce qu'il y a plusieurs clichés. Par exemple, t'as la grand-mère qui parle allemand tout le film, et puis qui soudain fait la révélation en anglais, et puis qui reparle allemand derrière, tu vois. Oui. Je sais pas si ça c'est parodique ou si c'est... Enfin, je sais pas. Mais non, je pense que c'est pas fait exprès, ça. Bah oui, c'est ça, mais donc c'est juste des clichés d'écriture et des petites faiblesses. Voilà. En fait, c'est ça peut-être le gros point faible du film, c'est il utilise beaucoup de clichés de films de Noël, d'horreur, et en fait, il joue pas avec. Il les met, mais il n'y a pas de retournement de situation ou d'impact humoristique ou émotionnel, tu vois. Parce que même, par exemple, le gosse à la toute fin qui dit toi connard, tu vois. Moi, j'ai senti que ça devait normalement être drôle, mais j'ai pas vraiment ri, quoi. Et je trouve ça dommage, en fait. Tu vois, je pense qu'en fait, le problème c'est là, c'est que, en fait, il faut pas essayer de le prendre comme une subversion de film d'horreur, parce que ce que c'est vraiment, c'est une subversion de film de Noël. Donc bon, ça peut pas être la subversion d'une subversion. Et
bon, et par exemple, la scène justement, celle-là, où il dit « Hey, toi, connard !» C'est pas drôle parce qu'il dit « Et toi, connard !» dans un film d'horreur, c'est parce qu'il dit « Et toi, connard !» dans un film de Noël. C'est ça qui rend le truc marrant. Et ce qui rend le truc encore plus marrant, c'est que c'est censé être le moment, tu sais, où où tout le monde apprend une leçon et le méchant apprend ses erreurs. Bon, sans trop spoiler, voilà, c'est pas du tout ça qui se passe, tu vois. Donc oui, mais enfin de l'autre côté, c'est une subversion des films de Noël, ok, mais je pense que à ce moment-là du film, c'est genre le film a passé un bon moment à ne plus être un film de Noël et être un film d'horreur, tu vois. Oui, donc c'est compliqué. Justement, je trouve que c'est con parce qu'on peut pas trop en parler si on va spoiler. Mais tu vois, ça typiquement, pour moi, c'est un moment de film de Noël, tu vois, qui est littéralement, on se fout de sa gueule pour essayer de ramener les bons sentiments, tu vois, de l'esprit de Noël, tu vois. Donc pour moi, c'est ça qui rend le truc marrant. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est peut-être juste mon sentiment, mais j'ai quand même le sentiment que c'était téléphoné comme truc. Peut-être un peu. C'est peut-être ça le problème au final, du coup, c'est que c'est pas un mauvais film de Noël, mais c'est pas un très bon film d'horreur, du coup. Il y a peut-être un peu de ça. C'est un film d'horreur un peu cliché. Après, en tant que film de Noël, c'est rigolo parce que c'est un film d'horreur de Noël, tu vois. Je suis un peu d'accord, oui. Voilà. Et tu vois, je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que justement, je le vois plus comme un film de Noël. Je pense que c'est pas un mauvais film d'horreur, c'est un film d'horreur un peu basique, hein, ça c'est clair. Classique, oui, c'est un film d'horreur dans la moyenne, quoi. Au moins dans la moyenne. Oui, c'est ça. Et il est rehaussé encore par le côté pratique des effets. Où effectivement, moi j'aime bien le côté les créatures. Enfin, les elfes, je sais que c'est. En tout cas, Dessou m'a dit que lui, il n'était pas convaincu. Moi, j'aime bien. Mais je comprends ce qu'ils veulent faire avec les elfes. Effectivement, on voit que c'est juste des types qui font. Bien sûr. Mais je comprends ce qui référence et ce qu'ils essayent de faire, donc c'est pas. Par contre, les bons hommes de par des pistes, ça, je trouve ça con. Je trouve ça ridicule. C'est un peu dommage. Mais on est tous d'accord que le meilleur, ça reste la chenille. Hein. Oui. Mais est-ce que ça fait pas aussi partie un petit peu du principe des films de Noël, finalement? C'est des films un peu fauchés, qui se débrouillent un peu comme ils peuvent. Et bon, forcément, t'as un peu de la CGI un peu pourrie, t'as des clichés qui reviennent, t'as des trucs pas hyper convaincants, mais voilà, on pardonne parce que c'est des films de Noël. Alors, il faudrait poser la question au réal. Mais en vrai, quand j'aurai le DVD, je serais très curieux d'écouter les commentaires audio parce que je suis sûr qu'il a des trucs à dire. Mais en attendant, c'est vrai que je ne sais pas trop. Ou sinon, je voulais juste terminer aussi un grand point positif du film, c'est l'ambiance, je trouve. Il y a des 2-3 petites choses comme ça, d'éléments scénaristiques et de décors qui m'ont l'air en fait très bien utilisés, comme par exemple les bonhommes de neige, le fait qu'ils soient de plus en plus nombreux et immobiles. Moi, je les trouvais plus impressionnants que si on devait les voir bouger. Tu vois. Clairement. Par exemple. Enfin, de nouveau, c'est des effets de nuances. Voilà. Et en plus, c'est pas cher à faire. Oui. N'empêche, ça aurait été sûrement très drôle de les voir, je sais pas, animés en stop motion, tu sais, arriver tout doucement vers la maison, comme ça, tout saccadé, comme ça aurait été très marrant, je trouve. En stop motion, ça aurait fait bizarre. Mais ça aurait été un très bel hommage de les voir en stop motion, je trouve. Ouais, je réfléchis, mais je vois pas vraiment de moment où ça aurait été cool de voir Enfin, où ça aurait renforcé la scène. Non, ça aurait été nul, tu vois, ça aurait été très nul, mais ça aurait été dans l'esprit. Ouais. Non, il faut pas les voir bouger, justement. Moi, je trouve là, c'est ça leur grande force, c'est ils bougent pas. Non, mais quoi. en soi, je suis d'accord. Ça rend le film infiniment meilleur. C'est juste que moi, j'aurais bien aimé, limite, que ça soit un peu nul à certains moments, mais bon, ça c'est. Oui, bien sûr. Enfin, bon. Si tu veux, Arknea, dans la mini-série Shining. Oui. Enfin, les téléfilms Shining qui ont été scénarisés par Stephen King lui-même, qui voulait se venger contre Kubrick. Je les ai vus, oui. Il y a un moment où tu vois des monstres de haies. Oui, c'est ça, des espèces de lions. Si tu veux, c'est pas de la stop motion, c'est des CGI dégueulasses. Ouais. Mais je me souviens. Pire. Ah non, c'était. C'est très très mauvais. Hein. C'est très, oui, très bien mauvais. sûr. Hein. Pour les gens qui aiment bien Stephen King, regardez. Ah oui, regardez tous les films que Stephen King, toutes les séries et mini-séries qu'il a réalisées, franchement, c'est formidable. Hein. Oui, c'est là que tu te rends compte que Stephen King... Ah, mais il faut que les gens regardent... comment il s'appelle ce film encore, où il y a les camions et les voitures qui prennent le contrôle, c'est... Maximum Overdrive. Maximum Overdrive, ouais, c'est ça, voilà, il faut que les gens voient ce film. Enfin bon, c'est pas un film de Noël, donc on va pas en parler. Non.
On en parlera pour la journée sans voiture. C'est ça. Du coup, petite conclusion peut-être pour Krampus. Ouais, Pour moi, un classique. Pour Noël, ça va. Ouais, je pense. C'est un peu ça le problème, c'est qu'évidemment, je me vois pas... Tu vois, Tokyo Godfather, je peux le regarder toute l'année. Krampus, il faut vraiment que ce soit dans le mood de Noël pour le regarder, sinon, tu vois... Mais bon. Et tu vois, c'est ça l'esprit de Noël. Mais moi, je peux dire en tout cas que j'étais sceptique au début. Et puis j'étais admirablement surpris, quoi. Donc voilà, je trouvais que le film était bien fait, l'ambiance était bien réalisée. Son grand point faible, c'est son scénario, où j'ai encore beaucoup du mal à comprendre les intentions du réalisateur, mais ça c'est pas très grave hein, pour Monsieur Tout le Monde. Mais c'est surtout que, allez, je reconnais qu'il y a des moments où je me suis un peu ennuyé. Mais à part ça, il y avait des moments de gloire, quoi. Ouais. Je pense que mon avis est un peu... il est un peu en opposition avec vous deux, en fait. Parce que, d'un côté, c'est genre, je suis d'accord avec Dessou que en soi, je me vois mal le regarder en dehors de la saison de Noël. Après, je pense que c'est quand même agréable. C'est quand même sympathique à regarder, c'est un peu rigolo. C'est clairement pas du tout un mauvais moment. C'est pas forcément un moment extraordinaire. Mais de l'autre côté, j'ai presque l'impression qu'en fait, ce qui pêche plus que le scénario, c'est la réalisation, en fait. J'ai l'impression que c'est... Et faut sûrement faire de la recherche pour confirmer ça ou l'infirmer, mais j'ai l'impression que le scénario avait des intentions plus claires et que ces intentions-là ont été perdues dans la réalisation. Oui, c'est un peu le sentiment que moi j'ai. Peut-être. Là, on voit sur le wiki... je sais que le scénario a été écrit par 3 personnes différentes. Dont le réalisateur. Dont le réalisateur, qui, je suppose, s'est rajouté à la fin, donc... Peut-être qu'il y a de ça. Après, ça, c'est des suppositions, on peut pas... C'est des suppositions, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu en voyant le film. Il y a aussi Noah, pour toi. Moi, je le dis, de toute façon, pour moi, c'est un classique, je regarde chaque année. Donc, et bon, je suis comme vous, moi, je ne le regarde pas en dehors des périodes de Noël, parce que bon, ça fait trop bizarre. Oui, mais voilà, franchement, moi, honnêtement, ne serait-ce que par curiosité, pour vous faire un avis, franchement, regardez-le, parce que... je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Après, je pense concrètement qu'au final, on recommande tous les films dont on parle de toute façon. dans ce podcast. Hein. C'est fait pour dans ça. Dans le doute, regardez. Hein. Oui, c'est ça. Ok, on peut passer au 3e film, du coup. Ouais. Alors, le 3e film, c'est Love and Peace, qui nous a été proposé par Daisu. 僕寺島優子ちゃんが大好きだ大好きだそれ亀じゃないのお亀だろこれそれがお前のピースかそれがお前のピースかC'est bien ça? Oui. Ok. Et c'est moi qui dois en parler. Du coup... Bonne chance. Oui. Bon courage. Alors, vraiment, c'est salaud, du coup, c'est salaud. La grosse difficulté, c'est que je dois en parler sans spoiler et c'est très difficile parce qu'il y a un gros retournement de situation au moment. Je vais pas en dire plus, mais bon. Je pense que tu peux spoiler jusqu'à un certain parce point. Que sinon, on pourra pas parler du tout du film en fait. Sinon, tu peux juste pas mentionner que c'est un film de Noël. On pourra pas en parler après. Sinon. Il y a moyen, hein, il faut juste trouver les bons mots en fait. Du coup, Love and Peace, c'est un film japonais du réalisateur Sion Sono. L'histoire, c'est l'histoire de Ryo, qui est un musicien raté, qui a un travail de merde où tout le monde se fout de sa gueule. Il travaille dans une petite entreprise qui s'occupe du matériel des musiciens. Et donc, bon, sa vie, elle n'est pas terrible. Il a des gros problèmes d'estomac. Il a une fille qui l'aime bien, mais bon, il n'ose pas lui parler. Et du coup, un jour, pendant une pause repas, il tombe sur un vendeur de tortues, des petites tortues comme ça, et du coup il décide d'en adopter une. Et là, bon, sa vie s'éclaire un petit peu, il est content, il a un nouvel ami, et du coup, de là, il naît un rêve, c'est de pouvoir devenir un grand musicien
qui jouerait au stade de Tokyo, et qui serait aimé par tout le monde, et grâce à ça, il aurait le courage enfin de déclarer ses sentiments à la fille qu'il aime. Mais en fait, un jour, c'est-à-dire que la tortue, il l'emmène partout, y compris au travail, et il se fait découvrir, et du coup, tout le monde se fout de sa gueule, et comme il ne supporte pas ça, enfin, ils se sont humiliés, et du coup, ils jettent la petite tortue dans les toilettes. Et à partir de là, bon, le film devient assez étrange. Ça devient un vrai film de Noël. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, bon, de là, la petite tortue trouve un clochard qui s'occupe des jouets et des animaux perdus et qui vit dans les égouts, forcément. Du coup, il recueille la petite tortue. La petite tortue mange un bonbon qui est censé lui donner la parole, mais c'est pas le bon bonbon. En fait, à la place, c'est un bonbon qui exauce les vœux. Et du coup, le vœu de la petite tortue, c'est de pouvoir faire en sorte que son ancien maître Rio devienne effectivement un chanteur. Et à partir de là, on voit les vœux de Rio qui deviennent vrais. Alors que la tortue, en fait, à chaque fois qu'elle exauce un vœu, elle devient de plus en plus grosse. Un peu le contraire de la peau de chagrin. Et donc Mais voilà. était-ce ce qu'il voulait vraiment? Ah, ça c'est toujours la question dans ce genre de film. Donc voilà. Et donc, je vais déjà parler de mon expérience avec ce film. Ce film m'a bouleversé. Honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. Alors, vraiment, ce film... Alors, mais je n'ai jamais été autant attaché par une tortue. Et bordel, autant cette tortue au début du film, c'est une vraie petite tortue, mais par la suite, c'est une marionnette. C'est une énorme marionnette. C'est kawaii. Ah non, mais oui, mais à la vache, en fait, ce qui m'a vraiment touché pendant ce film, mais vraiment, je sentais mon cœur se briser à chaque fois, c'est de voir à quel point cette tortue aime tellement son maître et veut tellement que ses vœux deviennent réalité. À chaque fois que je la voyais, surtout que bon, la tortue, elle parle pas, tout ce qu'elle fait, c'est des gna, gna, et tu vois, moi, chaque fois que je vois ça, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois ça. Surtout, en plus, ils sont réunis au bout d'un moment, Ouais. mais clairement, le mec, il a changé. Quoi. Il a changé. Ouais. Mais tu vois tellement d'amour dans les yeux en plastique de cette tortue. Tu vois, cette tortue qui est clairement en plastique, tu vois, pendant plus de la moitié du film. Ouais. Tu ressens tellement Encore des effets pratiques. Ah mais oui, mais tu ressens tellement de choses, alors que basiquement c'est une énorme marionnette avec des yeux vides en plastique, tu vois. C'est à peine digne du mascotte de parc d'attractions, mais tu ressens tellement de sincérité dans ce qu'elle fait. Je voudrais continuer ce que dit Arkner, parce que pour un peu étoffer l'histoire, donc il n'y a pas que la tortue qui est en mode marionnette, il y a aussi d'autres jouets, oui, parce qu'il est accompagné aussi de d'autres jouets abandonnés, et là on rentre dans une histoire à la Toy Story. Moi je me suis dit à un moment, mais Sono, il a vu Toy Story, il s'est dit ouais, moi aussi je veux faire un film avec des jouets, tu vois. Donc moi aussi je peux le faire. Oh et il le fait avec des effets pratiques et ça a vraiment du charme, mais comme on retrouve souvent dans les films dans les films de Sentai ou de Kaiju comme ça, vraiment on reconnaît l'amour de la marionnette japonaise. Après, là, pour le coup, c'est pas des marionnettes très sophistiquées, c'est vraiment des trucs rudimentaires. Bon, ça va, ça fait le taf. Oui, ça marche, mais des fois, tu remarques. Oui, des fois, tu vois que c'est un peu mal foutu. À chaque fois qu'on voit le petit chat essayer de se déplacer en faisant genre qui bouge les pattes en avant en arrière, franchement, tu le vois juste flotter avec les filles comme ça en mode oui, je suis quelqu'un de vivant. Ça rappelle les beaux jours de Team America et les trucs comme ça, souvent. Oui, en vrai, oui. Ah, mais là, pour le coup, ce film coche quasiment toutes les cases d'un film de Noël avec des valeurs, déjà revues 1 milliard de fois, mais bon, qu'on te rappelle parce que c'est important, des beaux sentiments, mais tu sais pas pourquoi ça te touche, mais à un niveau subconscient, t'as même pas idée. T'as le côté famille, t'as le côté amour, forcément, et surtout t'as le côté hyper fauché, mais on s'en fout, voilà, c'est un film de Noël, donc on peut se le permettre. Et surtout, il y a le Père Noël dedans. Oui. Et ouais. Mais par contre, même si ce film m'a vraiment touché, il y a quand même 2 petits défauts que j'aimerais vraiment adresser. Le premier défaut, je trouve, c'est pas, sans spoiler, l'arc narratif de Rio où il devient vraiment un gros connard. Tu sens venir un peu trop, tu vois. Je crois que j'aurais aimé, tu vois, qu'il y ait, je sais pas, autre chose, parce que bon, dans ce type d'histoire, justement, des histoires de vœux, les histoires à succès comme ça, il y a toujours ce moment où le personnage devient un connard, et
Je trouve que c'était pas hyper nécessaire. Après, film de Noël, c'est toi qui disais. Non, c'est vrai, je suis d'accord en soi, mais bon, ça me dérange quand même. Non, mais même, j'ai du mal à voir comment il aurait pu faire autrement, parce que si il devient une star, mais il garde son côté sympathique, gentil, là, ça ferait vraiment cucu, quoi. Et surtout, il faut bien qu'il y ait un conflit dans le film. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe pour garder J'aurais tellement bien vu avec sa petite tortue, faire des je suis sa vie avec sa petite tortue et tranquille chez lui dans son appart. Je pense que ça aurait été saoulant, vraiment. Surtout qu'en plus, au début, quand il n'est pas encore une star, son jeu d'acteur est quand même quelque chose. C'est un jeu d'acteur japonais. Faut y arriver. Faut arriver au moment où il devient un peu plus supportable. Mais là, il faut un peu prévenir parfois, il faut prévenir les gens qui vont voir le film, parce que moi, j'ai eu du mal à cause de ça au début. C'est le jeu d'acteur du personnage principal, très difficile à adhérer. Peut-être il faut un peu mentionner le style de Sonotion avant. Je vais vite faire une présentation du personnage. Non, du réel. Oui, du réalisateur, mais le réalisateur est un personnage aussi, tu vois. Donc Sion Sono, comment dire, c'est une espèce de pas d'anarchiste, mais de radical, contestataire qui se balade dans les rues de Tokyo avec son haut-parleur enduit de peinture pour déclamer des poèmes. Et il fait des films très contre toute la société de consommation. Toute la société de consommation, même la société globale japonaise, en fait. Donc, tout leur système du travail, leur système familiaux, leur système sexuel. La société japonaise en général, quoi. Et donc, c'est un type qui, d'habitude, aime provoquer à des thématiques assez violentes, assez sexuel, qui aime parler de perversion, machin. Attends, on est Noël. Oui, c'est pour présenter le monsieur. Oui. Et du coup, ce film-là est un film qui n'est pas du tout violent, pas du tout sexuel, qui est familial, gentillet, quoi. Donc c'est un peu l'exception. C'est un peu l'exception dans sa filmographie. Le plus soft, quoi. Et alors, par rapport au jeu d'acteur que tu mentionnais, c'est un réalisateur qui adore faire surexagérer ses acteurs dans leurs réactions, surtout leurs personnages de salaryman, tu vois, qui adore le personnage du loser qui pleure par terre et qui n'en peut plus, qui est écrasé par cette société, tu vois. Oui, on l'a compris. Merci, Sion Sono. Ouais, n'empêche, grâce à ça m'a permis en fait d'assister à une scène qui m'a vraiment beaucoup fait rire aussi. Pour parler de ça, en fait, au début du film, quand on le voit éclater, qui lui parle directement, ensuite il va, il va aux toilettes de façon très exagérée, avec en plus quelqu'un à la porte qui, tu sais, il est une seconde aux toilettes, il y a déjà quelqu'un, sortez immédiatement, tu vois. Et lui, il est en train de paniquer avec le pantalon baissé, tu vois. C'est à ce moment du film, honnêtement, je me suis dit, mais c'est un rêve en fait. Ah bah non, je me suis vite rendu compte que non, c'était pas un rêve. C'est sa représentation de la réalité. Voilà, c'est ça. Mais du coup, la scène qui m'a vraiment fait beaucoup rire, c'est quand on découvre quand ses collègues découvrent la tortue qui bat dans sa poche, et du coup, ça commence tranquille avec juste ses collègues qui commencent à rigoler et dire il a une tortue, tortue. Du coup, j'étais en mode, c'est super bizarre, tu vois, pourquoi les gens se moquent à ce point de sa petite tortue. Et sauf que ça va plus loin, carrément sur tout le chemin pour retourner chez lui, il y a tout le monde qui le pointe du doigt dans la rue en mode il a une tortue, il a une tortue. C'est ce qu'on appelle du réalisme magique. Mais surtout qu'en plus, c'est pas genre les gens qui croisent au hasard comme ça. Non, c'est-à-dire que tous les passants se sont alignés comme ça pour former un couloir où il est obligé de passer, et avec sur les côtés tout le monde qui le pointe du doigt. Et bon, j'ai trouvé ça très drôle. Mais ce que moi, c'est pas que ça m'a dérangé, c'est juste que, le jeu d'acteur, c'est juste que moi j'ai un peu associé au style de jeu japonais, voilà, qui est quand même un peu plus expressif que ce qu'on peut trouver en Europe, par exemple. Pour moi, c'était attendu, mais c'est vrai que même dans les autres films japonais, voilà, on voit peut-être pas à ce point. Là, c'est vraiment très exagéré, mais bon, c'est une comédie aussi, donc bon, c'est pas si grave pour moi. Ouais, mais après, ça, j'aime pas justement pour ça, parce que après, on dit que le jeu d'acteur japonais est mauvais, alors que en vrai, tu regardes les films japonais de Festival de Cannes, c'est ultra propre, quoi. Donc, non, c'est juste...
je me dis, voilà, j'ai un message pour Sion Sono. Il y a peut-être un entre-deux, tu vois. On a compris ton côté anarchique, ton côté provocateur, mais je pense qu'il existe le entre-deux, tu vois. Je pense, non, ça fait partie de son esthétique. Oui, ça fait partie de son... Oui, bon, oui. Je vais pas changer parce qu'il a fait quelques films, notamment des films sur Fukushima. Oui, j'ai vu un seul autre film de Sion Sono qui s'appelait Imizu, qui était en 2011 et qui était basé... Bref, quoique non, Fukushima c'est passé après. Mais en gros, je pense que c'était basé sur un événement réel d'un typhon, quelque chose, en tout cas une catastrophe... grande catastrophe pour le Japon, et qui se centrait sur le sujet de comment la jeunesse peut encore avoir des rêves et espérer et croire en l'avenir dans un pays aussi froid et aussi dégueu et aussi... Et c'est vraiment genre... il reste un style très expressif où c'est très... effectivement, à un moment, t'as des jeunes qui bouffent de la peinture. Ah, ok. Et qui s'enduisent de peinture et qui font comme Sion Sono et ils vont crier dans les rues. Ok. Sinon, l'autre défaut dont j'allais parler, je trouve que l'histoire d'amour aurait quand même mérité, ne serait-ce que le personnage féminin ait un peu plus de dialogue quand même, parce que je la trouve un peu sous-développée. Je trouve ça vachement dommage, quoi. Ça... Je trouve qu'il y aurait moyen de créer un... surtout que, bon, on est censé avoir cet arc où, bon, voilà, au début, il s'aime, mais ensuite, il ne s'aime plus, ensuite, il sait se retrouver. Alors, ouais, mais... et là, on la voit pas tellement. Enfin, si, on la voit, mais on l'entend pas tellement, donc je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais le problème, c'est que c'est Sion Sono, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, c'est que Sion Sono, j'ai un peu du mal avec les personnages féminins de Sion Sono, mais j'ai l'impression qu'il s'amuse plus à créer des personnages féminins pour en créer seulement. Il va jamais chercher, en tout cas je me rappelle pas d'un film, à part peut-être Love Exposure, je me souviens pas d'avoir des personnages féminins très développés sous la direction de Sion Sono. C'est-à-dire c'est des personnages fonction, tu penses? Des fois oui. Je sais pas, moi dans le texte j'ai pas l'impression que c'est des personnages fonction. Dans Love Exposure non plus. Après, j'ai pas tout vu, hein, évidemment, mais en général, ça reste des femmes fortes et plus badass que les mecs en général, tu vois. Donc après, c'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Ici, c'est une femme un peu timide et un peu réservée. Mais c'est des femmes fortes et badass, mais est-ce qu'elles sont très développées ou ça reste juste c'est aussi développé que les personnages féminins de Tarantino, quoi. Ouais, okay. Oui, donc c'est bien, mais après, voilà. Non, mais en tout cas, non, mais oui, c'est vrai que le personnage féminin dans Love and Peace aurait pu être mieux développé, quoi. En un sens, oui. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans le film. Ouais. Et il fait presque 2 heures, donc je me dis, genre rajouter encore dedans, ça aurait pu le rendre un peu trop long. Et en soi, ouais, j'ai l'impression que cette histoire d'amour, c'est peut-être ça aurait peut-être été la partie la moins intéressante ou la moins novatrice du truc. C'est genre, concrètement, je pense que l'histoire une histoire entre un type qui devient une star, mais il a des problèmes avec sa copine d'avant. Et l'histoire d'un type qui devient une star grâce à une tortue magique qui exauce ses souhaits. Je me dis, bon, je sais quelle histoire m'intrigue le plus, tu vois. Ben oui, en plus, quand j'y repense, il y a plein d'histoires d'annexes avec les autres jouets aussi. Oui, il y a un peu leur backstory. Ouais. Le scénario est-il pas juste un peu trop ambitieux, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas trop de personnages? En fait, moi, je trouve que, surtout par rapport à d'autres films de Sonotion, celui-là, ça va, je trouve. Je trouve qu'il c'est vrai. Je trouve qu'il se tient, je trouve qu'il est pas trop... Le plus pété, ça reste Love Exposure, c'est vrai. Ouais, bizarrement, il part pas tellement dans tous les sens que ça. Je trouve que, franchement, après, ça va. L'histoire avec les jouets et Clochard, bon, ça reste quand même dans le thème de l'histoire A.
où ça parle de vœux, ça parle de Noël, de ce que les gens désirent. Est-ce que ce que l'on désire, on en a vraiment besoin, ou est-ce que bon, c'est une illusion, un rêve. Bon, voilà, c'est intéressant. Est-ce que c'est ce que l'on veut vraiment? Voilà, exactement. Mais bien que bon, sans spoiler, je sais pas, l'histoire avec les jouets a pas vraiment de conclusion, je trouve. Bon, enfin, il y a le clochard qui fait quelque chose. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour lui. Enfin, je sais pas. Je trouve cette histoire pas hyper concluante. Pas concluante. Là, on va rentrer dans le spoiler. Ouais, je pense, donc je vais pas trop parler, mais personnellement, je trouve que thématiquement, ça conclut cet arc-là. Après, peut-être que voilà, il reste une espèce d'incertitude qui fait que. Mais en soi, je pense que j'ai l'impression que ça, c'est un peu lié à cette espèce de critique du consumérisme, critique sociétale, machin. J'ai l'impression que ça peut rentrer là-dedans, donc quelque part, je me dis, voilà, ça fait sens que ça soit là. Quoi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la bombe atomique encore. Oui. Mais du coup, il y a... Tu veux en parler vite fait de la bombe atomique? Vas-y. Oh non. Il y a beaucoup de références à la bombe atomique et à la guerre. Et Picadone. Picadone, notamment, qui est le nom japonais qui donnait à la bombe. Donc, et qui est, du coup, le nom de la tortue. Le nom de la tortue, ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même... attention, Picadone, donc la tortue, qui évolue en kaiju à la fin, c'est une grosse référence à Godzilla, qui est né de la bombe atomique. Tout à fait. Donc, tout est bouclé, en fait. Donc, je trouvais ça super bien. Ouais, mais par contre, ça spoil vachement. Donc, on le voit dans la bande-annonce, donc je suppose qu'on peut le garder. Enfin, de toute façon, c'est un film, c'est compliqué de vraiment, de pas spoiler ou de spoiler. On s'y attend en vrai. Oui, quand on sait dès qu'on dit qu'elle va grandir. Ouais. Je tiens à dire quand même que j'ai regardé le film sans regarder la bande-annonce, donc ça a été une full surprise pour moi. C'est cool. Ouais, et franchement, je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder. Faut regarder le film comme ça. Faut pas regarder les bandes-annonces, faut directement le regarder sans savoir rien dessus. Ouais, ok. Quelque part, est-ce qu'il faudrait pas regarder tous les films comme ça? C'est une discussion pour le prochain épisode avec Uwe. Comment tu Uwe Boll? You know, I tell you a story. When I did the Darfur movie, it's the only movie about the genocide in Darfur, and George Clooney did a weak documentary about it. My movie is 10 times better, right? So, like Brad Pitt and Angelina Jolie and George Clooney, they do all the fucking charity stuff as long they're getting all the press write-ups about it, so that they can buy another fucking castle in Africa. Merci. Voilà, c'est... et en tout cas, je trouvais aussi, si on continue dans le spoil, la scène aussi magistrale, parce que Picadone, qui en fait devient kaiju, garde sa tête de marionnette, mais avec ses gros yeux comme ça, mais tu te dis, à aucun moment tu te dis, elle est méchante cette créature, tu vois. Et puis t'as l'armée qui débarque à moins de 2 minutes. Ah, c'est les Japonais, ils sont efficaces, hein. Genre, ils attendaient juste à côté en mode, je suis sûr qu'au jour de Noël, il y aura un kaiju qui va apparaître. Ah mon Dieu, il y a un kaiju. C'était sûr. J'adore le petit commentaire de la télé qui, comme ça, oui, la tortue n'est pas agressive, d'ailleurs assez lente pour que les gens s'enfuient, donc il n'y a pas de danger en fait. Ah oui, c'est vrai. Et pourtant, t'as les chars d'assaut qui lui tirent des obus et t'as l'armée qui lui tire dessus. Et moi, je suis là, mais pourquoi? Après, c'est vrai qu'elle défonce des bâtiments quand même. Donc... Mais ça va, ils sont vides. Ouais, mais c'est comme dans Man of Steel, ça va. Tous les bâtiments sont vides, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de mort. Non, mais c'est vrai, on aurait pu tirer sur Superman, tu vois. D'ailleurs, je tiens à dire que ce climax, j'ai tellement failli chialer devant cette tortue qui essaye juste de rejoindre son maître et qui se fait tirer dessus, mais qui continue malgré tout, même si on lui tire dessus, juste pour arriver, comme quand elle était petite, sur le stade, comme ça, pour admirer la personne qu'elle aime, enfin avoir réalisé son rêve. Franchement, putain, c'est tellement con, mais ça me touche, je comprends pas pourquoi. Ah ouais, mais en vrai, c'est génial, hein. Parce que ça va, en fait, c'est de la naïveté, mais à l'état pur, tu vois. Tu peux pas bloquer ça, tu vois. T'es obligé de l'accepter, tu vois. Mais en fait, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est juste qu'elle est tellement innocente et leur soit tellement dans la gueule que bon, t'es obligé de compatir, quoi. Mais moi, ça me rend triste, honnêtement. Mais en même temps, ça montre que le film fait un truc bien, quoi. C'est parti en crescendo, oui. Une petite conclusion. Oui.
Oui. Ouais, bah One Piece, regardez, c'est beau, peut-être que ça vous fera chialer aussi comme moi. Donc allez-y, franchement. Si vous aimez les films japonais, difficile à trouver. Oui, c'est difficile à trouver, oui, par contre, oui, c'est vrai. C'est déjà Son Sono, il est pas spécialement grand public. Du coup, on l'a dit, il est pas spécialement grand public, donc déjà c'est compliqué. Il est relativement, il est pas vraiment obscur, mais faut un peu être connaisseur. Ouais, mais celui-là, il est populaire. Je veux dire, celui-là, ça va. En vrai. Il est grand public, après, mais il est très dur à trouver quand même, quoi. Parce que c'est pas son plus connu, du coup. C'est vrai. Ouais. Donc, après, démerdez-vous. Voilà. Faites vos recherches, hein, mais il y a moyen. Je crois qu'il est disponible en ligne sur Vimeo, il me semble. En VOD sur Vimeo, je crois. Ah ouais. Faut regarder, peut-être avec un VPN par contre, mais oh là là. Vous vous arrangez, les gars. De toute façon, quand on aime le cinéma, on fait toujours les grands écarts nécessaires. Mais du coup, oui, moi j'ai bien aimé. Enfin, c'était rigolo. Voilà, c'était touchant, c'était joli, c'était cute, rigolo. Voilà, c'était cute. C'était cute, tout mignon. Est-ce que attention, débat. Plus intéressant que Toy Story ? Enfin, peut-être plus dur de le regarder qu'un Toy Story, quoi. C'est un peu moins mainstream, c'est un petit peu... Tu rentres peut-être moins facilement dedans dès le début, quoi. Il faut un peu... Surtout le jeu d'acteur qui peut bloquer certains, je pense. Mais... Surtout si, de base, t'es pas à fond dans les films japonais, bon, voilà, c'est pas tellement le genre de chose qui est facile, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le conseille à 100%, même par rapport à Toy Story, parce que bon, Toy Story, ça me rend triste de temps en temps. Love and Peace, ça m'a rendu triste du début jusqu'à la fin, honnêtement. Ah non, mais je me remets pas de ce film, honnêtement. Ah non, mais je vous jure. Peut-être des sous éclaire-nous pour comme note finale. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de commencer Son Sono par celui-là ? Si vous voulez y aller doucement pour découvrir Son Sono, oui, parce que c'est le moins hardcore, on va dire. Après, si vous n'êtes pas fragile. Ouais, c'est pas vraiment non plus complètement représentatif de son travail. Donc, vous pouvez commencer pour avoir une introduction en douceur. Après, il faut passer sur des trucs un peu plus vénères pour vraiment voir ce qu'il fait. Ce qu'il a l'habitude de faire. Ce qu'il a l'habitude de faire et c'est pourquoi il est reconnu au final. Parce qu'il est surtout reconnu pour la violence. Ses obsessions. Oui, les obsessions. Un jour, on en parlera. Mais un autre jour. Allez, écoutez... Film suivant ? Le dernier film de la soirée, c'est le mien. C'est celui que moi j'ai choisi. Moi j'ai choisi Batman le défi. From the sewers of Gotham, a new villain emerges. You didn't invite me, so I crashed! And the only one who can save this city is a creature of the night. Batman, il va parler de Batman. Probablement le moins un film de Noël de la soirée, mais il se passe à Noël, donc je m'en fous. C'est un film de Noël. Il y a plusieurs sapins de Noël dans le film. Attends, il y a même du gui. C'est bon, il y a du gui à un moment. Vous allez pas me la faire à l'envers. Écoute, honnêtement, entre parenthèses, moi je considère Die Hard comme un film de Noël, donc bon, ça va, tu vas pas me faire... je peux bien considérer Batman comme un film de Noël. Du coup... C'est des sous qui présentent. Oui, mais du coup, je précise, c'est Batman le défi, donc c'est celui avec le pingouin et Catwoman. Tout à fait. Du coup, Dessous, si tu peux nous faire un résumé concis. Concis. Un résumé concis, mais convaincant. C'est l'histoire de deux riches bourgeois qui jettent leurs enfants dans les égouts. Et 30 ans plus tard, ça devient le pingouin. Et donc, il sort et il sauve un bébé. Et du coup, il y a Shrek qui est joué par... Shrek qui est joué par Christopher Walken. Il s'appelle vraiment Shrek. Qui se dit « Ah, ce type-là m'a l'air fort sympathique, faisons-le devenir maire. » Et le pingouin, il dit d'accord. Pendant ce temps-là, il y a Catwoman qui apparaît parce que c'est la secrétaire de Shrek qui se fait tuer par Shrek, mais... Et donc elle devient Catwoman et le pingouin essaie de devenir maire et Batman regarde la télé pendant ce temps et voilà.
Bon. Est-ce qu'on peut dire que c'est le best synopsis de la soirée? En soi, il a parfaitement bien résumé. Hein. Je pense que j'ai bien. Je suis triste parce que les autres, ils ont eu droit à un bon résumé et moi, je me retrouve avec ça. Alors, pourquoi c'est bien? Tu peux le résumer si tu veux. Je trouve très bien ce résumé. Bon, en gros, ouais, l'histoire, c'est le pingouin qui a passé sa vie dans les égouts, qui refait surface, qui en gros est animé par un désir de vengeance, mais qui ourdit un plan avec l'aide d'un gros businessman véreux qui est Christopher Walken, qui est Max Schreck. Et le film est sorti bien avant Shrek, donc ce n'est pas une référence. En fait, c'est une référence, c'est l'acteur qui jouait Nosferatu. Donc, ok. Ben oui. Et donc Max Schreck, qui est un très très riche businessman. Pendant ce temps-là, oui, il y a la secrétaire de Schreck qui découvre son propre plan machiavélique, qui est un truc d'usine chimique où genre ils foutent des déchets nucléaires dans l'eau potable du réservoir de Gotham ou je sais pas quoi. Pour se faire de l'argent, bien. Pour se faire de l'argent, bien. C'est comme ça que ça marche. Du coup, en gros, Max Schreck essaye de la buter, ça ne marche pas, elle ressuscite, elle devient Catwoman. Enfin, elle est ressuscitée par des chats, elle devient Catwoman. Et en gros, elle aussi est animée par un désir de vengeance. Mais c'est un peu plus... Alors, Pamancha, je te coupe, parce que c'est très drôle, dans les deux résumés que vous avez proposés, toi, Pamancha et Dessous, vous mentionnez à aucun moment Batman. Mais il regarde la télé. Oui, il regarde la télé, oui. Pendant ce temps-là, il regarde souvent la télé, oui. Mais qu'est-ce facile? Non, mais... On parle bien d'un film de Batman. Je pense peut-être... c'est un peu une grosse controverse sur les films de Batman réalisés par Tim Burton, c'est que Batman est assez peu présent, en fait. Et en un sens, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que dans l'idée, enfin voilà, le principe du super-héros, c'est il y a un crime qui se passe et lui il apparaît pour sauver la situation. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée de développer d'abord les crimes qui s'annoncent et puis Batman fait son entrée. Surtout qu'en plus Batman c'est vrai, c'est la nuit, c'est la discrétion. Justement, Batman c'est le gars qui s'efface facilement, alors que ses ennemis justement c'est des ennemis hauts en couleur qui eux sont hyper extravagants, qu'on voit de très très loin. Donc ça reste logique dans l'idée. Et puis de l'autre côté aussi ce film-là en particulier est beaucoup plus basé sur les interactions entre les personnages et quelque part un peu leur psychologie aussi. Du coup, en vrai, il y a finalement assez peu d'action et c'est clairement pas une mauvaise chose parce que Tim Burton n'est pas du tout fait pour réaliser des scènes d'action. Donc voilà, la présence de Batman est finalement assez peu souvent nécessaire. Oui, en tout cas, on ressent vraiment bien que Tim Burton voulait vraiment s'attarder plus aux antagonistes et à Catwoman, mais bon, ça c'est le sujet, ça sera le sujet controverse parce que est-ce que Tim Burton a voulu faire ses scènes avec Catwoman, mais par obligation mercantile ou vraiment son délire à lui, quoi? Son obsession. Non, là pour le coup Tim Burton c'était tout le contraire du mercantile parce que justement le fait qu'il se soit autant concentré sur ses personnages et de cette façon ça l'a un peu foutu dans la merde au niveau des produits dérivés par exemple. Comme Tim Burton a été très libre sur ce film, il a vraiment poussé à fond le côté violence, le côté hyper malsain des méchants. Il y a cette anecdote très connue, le fait que les produits Happy Meal qui devaient être vendus chez McDonald's, ils ont été obligés de les retirer parce que il y a eu beaucoup de parents qui se sont plaints de la violence du film et le fait que t'as des scènes quand même très explicites avec les méchants. Donc non, c'est vraiment pas pour un côté mercantile. Et du coup, les figurines du pingouin qu'ils ont fini par vendre dans les Happy Meal étaient basées sur le pingouin de la série d'Adam West des années 60. C'est ça. Donc c'était pas la même chose, quoi. Mais enfin oui, du coup, clairement, c'est un film qui était beaucoup moins taillé pour le grand public. Mais c'est un peu ça que j'aime bien en fait dans celui-là, c'est le côté un peu plus
Ouais, plus personnel, enfin plus hardcore, un peu plus radical. Plus Tim Burton. Oui, plus Tim Burton. Ouais. Après, en fait, c'est un peu ça que j'ai l'impression d'être un peu seul contre tous par rapport à ce film. C'est que, en fait, j'ai l'impression que Batman le défi est un film de Tim Burton qui est assez peu apprécié, mais voilà, enfin pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une de ses vraiment grandes réussites. Alors, est-ce que je peux justement donner mon avis qui est finalement a beaucoup de recul vu que moi j'ai pas vu les films de Tim Burton et j'ai principalement vu le Batman de Christopher Nolan et le dessin animé quand j'étais petit. Moi, franchement, je trouve que les méchants sont beaucoup plus réussis dans les Tim Burton que dans les Christopher Nolan. Mais c'est vrai que, allez, je suis quand même d'accord avec les gens qui disent que quand même le Batman de Tim Burton, il est un peu... comment dire, ouais, il est secondaire, quoi. Il est un peu secondaire, et même l'acteur choisi, il fait parfois des grimaces comme ça, il fait il fait des petites gestuelles comme ça qui sont quand même pas élégants, quoi. Je pense enfin voilà, clairement le personnage de Batman n'est pas le personnage qui intéresse le plus Tim Burton dans son délire. Après, enfin voilà, je suppose que tu peux dire que chez Nolan, il est plus développé, mais je t'avoue, je trouve ça un peu rafraîchissant au bout d'un moment de voir un Batman qui est pas un espèce de alcoolo-dépressif qui est genre je suis tellement sombre et j'ai perdu mes parents. Je suis tellement sombre et violent et dark. Oh, mes parents, toute la nuit, je pleure dans mes draps de satin. De satin. Je tiens à dire que j'aime pas du tout quand tu salis l'image de Batman comme ça, mais bon, je suis assez d'accord sur ce que tu as dit. Mais par contre, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un Batman qui s'inscrit dans son époque, hein, parce que bon, avant ça, l'image qu'avaient les gens de Batman, c'était le Batman du Golden Age, donc le Batman d'Adam West. C'était pas exactement la même chose, quoi. Donc bon, là pour le coup, c'était un Batman assez révolutionnaire, quoi. C'est très sombre, très, tu vois, dans le c'est un truc que j'aime bien avec ce Batman aussi, c'est qu'il parle pas beaucoup, mais quand il parle, voilà, c'est toujours très intimidant. Mais on voit en plus l'évolution qu'il y a dans le premier Batman de Tim Burton. C'est un Batman beaucoup plus en retenue, et c'est vrai qu'il se lâche un petit peu plus dans le deuxième, mais bon, c'est dans l'idée, c'est sûrement aussi parce qu'il a affronté beaucoup plus de criminels, il s'est un petit peu... il se lâche un petit peu plus, quoi. Il est un peu plus violent que ce qu'il était. D'ailleurs, autre controverse, c'est un film où Batman tue les criminels, mais genre comme ça, quoi. Voilà. Mais c'est un peu cet esprit-là que j'apprécie, en fait. C'est plus le côté où on se pose pas tellement de questions sur le personnage de Batman et sur pourquoi il est comme ça. Et alors qu'il y avait ça dans le premier de Tim Burton, où il y avait un peu le côté genre oh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et puis lui il fait parce que personne d'autre ne le ferait. Ah, moi j'adore, moi je trouve ça classe. Il y a le côté un peu mélo, un peu machin, genre mais c'est Batman, du coup ça fonctionne. Là pour le coup on se pose pas vraiment la question, tu vois, on se dit juste genre oui, ok, Batman il est là, il casse la gueule aux criminels, il bute les criminels, on s'en fout, c'est rigolo. Et on tient à préciser que c'est toujours un bourgeois qui casse la gueule aux pauvres. Oui, mais du coup, si tu ne poses même pas la question dans le film, quelque part, t'as un esprit différent. Où, au final, on peut juste s'amuser avec. C'est un des Batman où il est le moins politisé, je pense. Je pense, ouais. En tout cas, le personnage de Batman, parce que ça aborde la question politique, puisque le pingouin devient, c'est vrai que essaye de devenir maire. C'est une grosse critique de la démocratie, je suppose qu'on peut dire ça. En un sens, oui, mais c'est ça le truc, c'est de nouveau, c'est vraiment un truc simpliste. Tu vois. Ouais. C'est vraiment pas un truc où c'est genre oh, regardez, la démocratie. Mais en même temps, c'est super marrant de voir à quel point, tu vois, dans le système politique actuel, tu peux prendre un gars comme le pingouin qui, à trois doigts, bouffe des poissons comme un pingouin, mais c'est un bouffe des poissons. Il est vraiment dégueulasse. Littéralement mord jusqu'au sang le nez d'un de ses alliés, et que tu sais, les gens sont en mode ouais, t'inquiète, on pourra le vendre facilement, il suffit juste de plier un petit peu son image, et tu vois, ça passe, tu vois. Et puis ça marche. Et ça marche, tu vois. Et puis ça marche, tu vois, c'est ça qui est génial. Ouais, tu vois, je suis pas sûr d'y croire à fond, tu sais. Je veux dire, c'est pas très développé du tout. Mais en vrai, osez me dire qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe en politique, tu sais, le fait de polir tellement l'image des gens, tu sais, qu'on pourrait vendre n'importe qui en tant que politicien et ça marche. Hein. Peut-être on va pas trop s'aventurer sur cette on va pas citer de nom, on ne citera pas de nom. Mais bon. Aussi, on doit changer de sujet. Je tiens aussi à
voilà, à dire aussi que un autre point positif pour le film de Tim Burton, c'est quand même un film beaucoup plus expressionniste que les films de Christopher Nolan. Et moi, je trouve que c'est plus en accord avec le style Batman. Tout simplement parce que Batman, c'est un super-héros de la nuit. Et d'avoir des jeux beaucoup plus appuyés, plus contrastés avec les lumières, ça renforce ce côté un peu Nosferatu, tu vois. Donc, ce côté personnage qui vit pendant la nuit et qui, justement, voilà, soit fait peur, sauve des gens. Mais il y a aussi un côté cartoonesque, et en fait dans l'aspect cartoon, en tout cas des comics Batman, moi je le retrouve plus dans ce film là, parce que aussi il y a ce côté graphique qui est beaucoup plus présent. De toute façon, je veux dire, il y a un travail de fou au niveau des décors et voilà, mais côté Nosferatu, ça vient du code de Tim Burton et de son obsession pour l'expressionnisme allemand. Et puis bon, voilà, c'est gothique, hein, c'est gothique à mort. Donc voilà, Tim Burton, dans ce genre de film, il peut s'éclater. Hein, Oui, mais c'est justement un autre des trucs que je voulais aborder par rapport à ce film et qui fait que je le trouve vraiment très réussi. C'est vraiment ce rapprochement qui est fait dans l'esthétique avec l'expressionnisme allemand, avec tous ces jeux de lumière et tous ces jeux de lumière et d'ombre, l'esthétique de leurs costumes, le costume du pingouin, c'est juste le costume du docteur Caligari en vrai. Le gros manteau, le chapeau, je pense qu'il a une canne dans Caligari, mais tu remplaces la canne par un parapluie, c'est la même chose. Tu vois. Donc, oui, c'est vraiment cette espèce d'ambiance qui se crée, et je pense que c'est assez pertinent autour de Batman pour la raison que Nucky Day a cité, et aussi accessoirement parce que c'est à l'époque où Batman est né, en soi... il était aussi inspiré par ce genre de film. Le film noir. Oui, les films noirs, les films expressionnistes. Le Joker, il avait été inspiré par une adaptation de L'Homme qui rit, une adaptation expressionniste allemande. Donc, il y a cette espèce d'osmose. C'est cohérent. Oui, c'est ça. Ça crée tout un truc que personnellement, j'aime beaucoup. Après, je sais que Dessous n'est pas convaincu. Mais... Moi, le problème, c'est que j'aime pas trop Batman, j'aime pas trop Tim Burton, j'aime pas trop l'esthétique gothique, j'aime pas trop le côté un peu cartoon cirque. Donc c'est vraiment pas du tout un film pour moi en fait. Mais bon, voilà. Mais c'est mes goûts personnels. Après, Donc tu préfères le film de Nolan? J'aime pas le film de Nolan. Non. Je pense que je préfère le Batman du dessin animé. Je crois. J'ai pas vu ceux d'Adam West, mais je pense que je préfère ceux du dessin animé. Je sais pas si t'aimerais ceux d'Adam West. Je sais rien. Peut-être. Au 36e degré, c'est très marrant. Hein. C'est ça en fait. Tu vois, peut-être ça. Peut-être. D'ailleurs, un truc, je trouve ça m'a toujours pas dérangé, mais ça m'a toujours fait tiquer le fait que les larbins du pingouin, ce sont des clowns en fait, et je suis en mode, et ça devait pas être les larbins du Joker en fait. Pourquoi c'est des clowns? Enfin, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas grave, mais c'est super bizarre. Il me semble que Tim Burton l'avait dit une fois dans une interview qu'il avait lui-même considéré que en soi ce Batman-là était pas vraiment exactement une suite au premier. En tout cas, pas une suite directe, c'est juste genre... Dans un autre univers. Genre, tu vois, genre comme dans un dessin animé, c'est genre, t'as une aventure de Batman, puis une autre aventure de Batman, mais le lien exact entre les deux est un peu comme ça. Tiens, d'ailleurs, juste un truc au niveau des méchants. J'aime beaucoup la façon dont Tim Burton trouve chaque fois une manière différente de les rendre un peu malsains, comme ça. Enfin, en tout cas, qu'il y a un truc qui dérange chez eux. Bon, forcément, t'as le pingouin qui est un sociopathe, hein, c'est un monstre, hein, littéralement. Et t'as... Le pingouin est le plus dégueulasse. Oui, non, clairement. Il est vraiment immonde. Ouais, t'as Catwoman qui est fort sexualisée dans le côté hyper provocateur, mais en même temps, elle reste très indépendante. Et t'as Max Schreck qui est joué par Christopher Walken, donc bon, il est dérangeant, tu vois, de base. Je veux dire, je pense vraiment que si... Et Dessous a apprécié Christopher Walken. Ah non, mais je dis pas, il est très bon, mais je pense vraiment que si on l'a choisi pour ce rôle, c'est juste pour sa façon de jouer, et je crois qu'il n'y a pas d'autre
autre raison pour laquelle on l'a choisi. Est-ce que tu penses qu'il est vraiment complètement dedans ou qu'il se fait un peu chier en fait? Je sais pas, mais parce que moi j'ai l'impression qu'il est un peu entre les deux et des fois il se fait un peu chier. Enfin, il est toujours un peu. Il est un peu dans la retenue, c'est vrai. Ouais. Un peu plus que d'habitude. Mais ce que c'est que Christopher Walken, juste en se basant sur son jeu, c'est pas toujours facile de savoir si, enfin, à quel point il est investi dans le truc. Il y a juste, par exemple, dans le film Sleepy Hollow, là, il s'éclate comme un fou, quoi. Juste à grogner avec des dents pointues comme ça, il s'éclate, ça c'est sûr. Mais là, enfin, le fait qu'il a une façon de jouer très spéciale, ça rajoute de la bizarrerie à un rôle qui, bon, si ça avait été joué par n'importe quel autre acteur, ça aurait été juste un homme d'affaires méchant, tu vois, sans vraiment de particularité. Ouais, mais je pense ce film est très très bien casté. Ah ouais, non, peut-être Batman. Batman, enfin Michael Keaton en Batman. Michael Keaton en Batman, je pense que c'est probablement celui qui est le. Mais honnêtement, je trouve que c'est un très bon choix. On peut en discuter. Enfin moi j'aime bien, mais encore voilà. Mais attention. Je pense que l'acteur a bien cerné Batman, mais je crois que Tim Burton lui a demandé de faire des choses qui sont pas très élégants, voilà. C'est-à-dire pas très élégant. C'est-à-dire je sais pas, et franchement, je fais des arrêts sur image, il fait des grimaces comme ça, mais je me dis, what the fuck. Oui, mais ça, c'est Michael Keaton, il fait tout le temps des grimaces. Ah, ok. C'était lui qui jouait Beetlejuice, par exemple. Oui, mais... Donc voilà, c'est le genre d'acteur qu'il est, quoi. C'est ça qui est vraiment génial avec Michael Keaton, c'est que même quand il essaye d'avoir l'air normal, il est extrêmement flippant, tu vois, c'est ça qui le rend génial en tant que Batman. Et puis, mais au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est que bon, clairement, tu regardes Michael Keaton avec les cheveux qu'il a dans le film, tu le verrais comme ça, avec son col roulé. Si on disait que c'est Batman, tu le croirais pas, tu vois. Et c'est ça qui le rend génial en tant que Batman, c'est que personne ne pourrait penser que c'est Batman. Oui, c'est possible. Parce que peut-être Christian Bale, c'est genre ok, mais quelque part je le vois, je peux me dire ouais, lui moyen. Surtout Christian Bale. Non, le pire, je pense que c'est... Enfin, même si, perso, je l'aime beaucoup en Batman, Ben Affleck, franchement, quand tu regardes Ben Affleck, juste avec son... Mais tu sais, avec ses muscles qui essayent de sortir de sa chemise, à chaque fois, tu te dis qu'il y a un petit souci quand même. Tu te dis, le gars, il fait pas que de la salle, quoi, c'est pas possible. Enfin bon. On en reparle une autre fois. Bref, Michael Keaton, mine de rien, je sais que t'aimes pas trop quand il se la joue un peu drama dans le premier, mais moi j'adore perso. Moi j'y crois vraiment hein, quand il en parle, ça me fait toujours quelque chose. Ah, je comprends, parce que quelque part, effectivement, c'est le côté émotion de Batman, mais je trouve de manière générale, j'ai l'impression, c'est pour n'importe quel personnage, je trouve franchement, c'est pas les moments où les acteurs brillent vraiment, tu vois. Enfin, y compris dans je suppose que je peux faire vite fait une parenthèse sur Joker, mais dans Joker, je trouve les moments où t'as Joaquin Phoenix qui regarde dans le vide, énervé, il est genre comme ça. Je me dis, ça c'est vraiment les moments où j'arrive pas à me dire ouais, ok, là c'est un vrai moment d'acteur, tu vois. Je me dis oui, c'est très facile de regarder comme ça dans le vide. De manière énervée. Ouais, bah oui. Et on oublie à chaque fois à ce moment-là que la prestation de l'acteur est beaucoup influencée par la réalisation. Encore une fois, ce sont des films pour mettre en avant les acteurs. Oui, mais du coup, à contrario de ça, je trouve Danny DeVito et Michel Pfeiffer, ils sont à l'opposé de ça. Ils sont expressifs, ils sont démonstratifs, même dans leur moment de noirceur et de machin. Et je trouve que, pour le coup, ça marche. Ça invite beaucoup plus à apprécier. Ouais, mais moi, le Pingouin, la prestation de l'acteur du Pingouin, elle est admirable. Hein. Bien plus que... Oh là là, on va pas commencer à faire le débat, mais... Ouais, si, vas-y, c'est bon, Catwoman, ok, on peut en parler. J'ai du mal, franchement, j'ai eu du mal avec ce personnage, j'ai pas compris. T'as eu du mal avec quel aspect? Pour tout, le background, le jeu d'actrice, du coup... Pourtant, je trouve le personnage très bien réussi, franchement. Attends, franchement, je voulais apprécier ce personnage, mais j'y arrivais pas.
Arknea, tu disais. Que je trouve vraiment le personnage très bien réussi, hein, très différent de ce qu'on peut trouver dans les comics, mais vraiment, je le trouve très bien, franchement. Donc je comprends pas pourquoi. Enfin, je peux comprendre que voilà, ce soit pas forcément la version préférée des gens de Catwoman, mais vraiment, il est. Est-ce que tu la trouves sexy? C'est pas que dans le côté sexy, c'est pas dans le côté sexy que je la trouve intéressant. C'est dans le côté justement, la fille, tu vois, la fille paumée qui renaît après sa mort, qui décide d'un peu balancer sa vie confortable pour se rebeller. Bon, ça, on va dire que c'est simple comme plan, mais ça marche, tu vois, parce que comme on est dans un film de super-héros, il y a toute cette imagerie du masque, tu vois, elle met un costume pour pouvoir devenir la femme qu'elle a envie d'être. Donc elle devient l'opposé de ce qu'elle est dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire une fille sexualisée. Mais tu vois, dans sa vie de tous les jours, elle est sexualisée malgré elle. Là, elle est sexualisée parce qu'elle a envie. Et surtout, elle est sexualisée, mais elle se laisse pas faire. Elle devient sexy, mais c'est pas pour ça qu'elle a envie que les mecs lui sautent dessus. Elle se défend comme... à aucun moment du film, elle se laisse faire, où elle devient une victime, tu vois. Elle est toujours en contrôle. Moi, j'ai une question alors. Est-ce que tu penses que Catwoman, c'est un personnage de femme forte, ou est-ce que c'est une espèce de fantasme SM d'un gamin de 12 ans? Tu vois, là, ça, c'est une question intéressante. Moi, je dirais que c'est les deux. C'est intéressant parce que faut déjà replacer le film dans son époque, déjà. Mais honnêtement, malgré ça, je peux voir à la fois l'image d'une femme forte, mais qui a quand même été écrite par des hommes, donc sexualisée quand même pour le plaisir des yeux. Mais en même temps, je trouve que le résultat est quand même intéressant parce que il y a déjà ce que j'ai dit quand même, parce que ça reste quand même une femme forte qui se bat, qui s'approprie quand même sa sexualité, qui est à l'aise avec ça, mais qui ne se laisse pas faire par n'importe quel mec, qui se fait faire par quiconque. Hein. Elle tombe amoureuse de Batman, oui, mais bon, voilà, parce que ce sont ses sentiments, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de base à ce niveau-là. Mais en même temps, voilà, je reconnais quand même que voilà, il y a le côté combi moulante, elle se lèche comme un chat. Mais après, elle se lèche comme un chat. Il me semble que si elle se lèche comme ça, c'était une improvisation dans le film. Je sais plus très bien si c'était improvisé ou si c'était improvisé. Voilà. Enfin, quand elle se lèche. Après, voilà. Je peux donner ma perspective là-dessus. Et j'ai l'impression que la sexualisation de Catwoman, c'est genre, quelque part, ça vient du fait que, voilà, canoniquement, le personnage est un personnage sexualisé. Et que de l'autre côté, en fait, j'ai l'impression que si c'est un fantasme de gamin de 12 ans SM, moi, j'aurais tendance à penser que elle tombe amoureuse du personnage qui est l'avatar de l'auteur du scénario, tu vois. Où elle se fait genre, oh là là, Batman, il est quand même beau gosse. Hein. Oui, mais je pense que c'est un aspect qui aurait été beaucoup plus appuyé, tu vois. Après, elle tombe amoureuse de Bruce Wayne, pas de Batman. Hein. Oui, mais quelque part, j'ai l'impression que Bruce Wayne, il est quand même relativement... c'est clairement pas le personnage qui est le plus présent, c'est pas le personnage qui est le plus idéalisé non plus, quoi. Il est pas spécialement genre je suis le gars le plus charismatique et le plus rigolo et tout le monde m'adore, machin. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà, ils tombent, comme tu dis, ils tombent pas du tout amoureux l'un de l'autre parce que voilà, c'est genre elle est bonne ou lui il est trop beau gosse. C'est parce qu'en fait ils se comprennent et ce sont tous les deux voilà des êtres qui dans la vie de tous les jours se contiennent. Et quand ils mettent leur masque, voilà, ils peuvent enfin se libérer, être qui sont vraiment au fond d'eux. Et bon, voilà, il y a tout le côté, voilà, créature de la nuit, la violence, voilà, être un peu malsain, tu vois. Enfin, malsain, c'est quand même des gens qui sortent la nuit pour commettre des crimes ou tabasser des criminels. Donc bon, voilà, à ce niveau-là, ils peuvent vraiment se comprendre. Après, peut-être, oui, quand ils s'embrassent, entre guillemets, dans leur costume, oui. Peut-être il y a un côté un peu fétichiste, mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est basé sur le truc du super-héros. Hein, le truc du costume a un côté fétichiste de toute façon. Ça, on pourra en parler dans la discussion sur Snyder avec Watchmen, c'est bon. Et on passe à autre chose maintenant. Oui. Non, mais en vrai, elle m'a pas vraiment dérangé. Mais j'ai eu un peu je sais pas pourquoi, je saurais même pas expliquer pourquoi, mais j'y croyais moi sur ce personnage. Il y avait quelque chose de... On sentait que
on avait imposé ce personnage-là parce qu'on a besoin de parler de Catwoman et que Tim Burton a essayé de le rendre intéressant, en fait. Je sais pas, je pense Tim Burton aime quand même le personnage de Catwoman. Après, je sais pas vraiment qui a décidé de quoi, quel méchant, machin. Je pense que Tim Burton a eu quand même beaucoup de liberté. C'est un peu pour ça qu'on l'a viré par la suite, mais justement, on lui a donné carte blanche. Hein. Donc, pour moi, Tim Burton a totalement été au contrôle à ce niveau-là. Ouais, c'est peut-être ça, en fait, le souci que j'ai, c'est que peut-être j'oublie que c'est pas vraiment un film de Noël, c'est un film de Tim Burton. Et c'est pour ça que ça m'a un peu... C'est vrai que on a oublié de parler de Noël, merde. Ça m'a un peu posé problème parce que je suis là. En vrai, normalement, ce genre de film, tu le montres à des gosses, tu vois. Et tous les sous-entendus sexuels qu'il y a dans ce film, mais je me dis, mais attends, il y a un problème quelque part. Oui, mais ça fait partie aussi des choses qui ont causé la controverse, qui a fait que Tim Burton a été viré pour les prochains films Batman. C'est que le film était un peu violent, Batman il tuait des gens, le pingouin il était dégueulasse, tout le monde parlait de cul, machin. Et tout, mais perso, je trouve que ça en fait quelque chose de très appréciable dans le sens où c'est quelque part, c'est en partie un peu un doigt d'honneur aux espèces de producteurs qui veulent juste des films de commande à la con, quoi, pour vendre des jouets à Happy Meal. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce Batman le défi, est plus subversif que les Christopher Nolan? C'est probablement celui qui est le meilleur de ceux qui ne parlent pas vraiment du monde réel, quoi. Parce que j'allais dire c'est le seul qui ne parle pas du monde réel, mais effectivement il y a les Schumacher après. Mais ça, mais j'aimerais ajouter un truc au niveau justement de Noël et de Batman. C'est que Batman s'est retrouvé dans beaucoup d'histoires sur Noël, et en fait t'as deux styles à ce niveau-là. Soit c'est Batman qui doit apprendre les valeurs de Noël, où du coup en fait il est en mode je dois combattre des criminels du coup, et tout le monde dit non, Batman c'est Noël, il ne faut pas travailler le soir de Noël, et lui il s'en fout complètement, il apprend la nuit de Noël qu'en fait c'est important aussi de célébrer, voilà, le fait qu'on vit en famille, tout ça. Voilà, bon, c'est rarement. Oui, à chaque fois qu'il y a une histoire de Batman à Noël, au final il va quand même casser la gueule au criminel. C'est rarement les meilleures histoires. Pauvres, surtout. C'est rarement les meilleures histoires. Mais je conseille quand même le comics Batman Noël de Lee Bermejo. Oui. Merci. Donc, comics Batman Noël de Lee Bermejo, qui n'est pas une si bonne histoire que ça de Batman, mais qui est vachement bien dessinée. Donc, bon, allez-y, faites-vous plaisir. À ce tarif-là, lisez les trucs de Lee Bermejo, mais où il a un scénariste qui écrit, quoi. Ouais. Et bref. Qui écrit. Et bref. Donc, ça, c'est le premier genre des histoires de Batman à Noël. Ou bien, tu as celle où Batman, il connaît déjà le sens de Noël, et du coup, il doit sauver Noël de l'ennemi du jour, où c'est genre Joker il veut détruire la ville le soir de Noël, du coup non, il faut que les habitants de Gotham puissent avoir un Noël tranquille, du coup il va se lancer dans une nuit comme toutes les nuits, quoi, sauf que bon, c'est Noël, donc c'est symbolique. Et là pour le coup, pour ce film, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste Batman qui le soir de Noël il va tabasser des gens comme d'habitude, et il n'y a pas vraiment de grande importance. Oui, mais tu vois, ça rejoint ce que je disais plus tôt, c'est qu'il y a cet esprit où quelque part on se pose pas vraiment les questions, tu vois. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment un truc genre oh là là, c'est Noël, je ne dois pas parce que l'esprit de Noël, machin. C'est genre juste il y a un criminel qui va faire quelque chose. Vite, je suis Batman, tu vois. Ouais. Je trouve il y a une simplicité, qui est appréciable. Finalement, dans les films qu'on a proposés, il y a juste Krampus qui propose une morale à la fin, quoi. Non, il y a quand même Love and Peace qui propose aussi, qui propose quand même une morale, hein, quand même. Quelque part, ça dépend. C'est quoi peut-être plus convenu. C'est genre oh là là. Oh, tout ce dont j'avais besoin était sous mon nez depuis le début. Même The Godfather aussi, on peut dire qu'il y a une espèce de morale. Oui. Juste Batman qui n'a pas de morale. Enfin bref. Mais un truc aussi, il y a quand même une scène dans Batman le défi qui, je trouve, fait très Noël. C'est une scène que j'aime beaucoup. C'est quand il y a Catwoman et Bruce Wayne dansent ensemble. Et que, bien sûr, ils sont en dessous du gui, mais ils se posent la question, est-ce qu'on va devoir se battre à nouveau alors qu'ils viennent de découvrir l'un et l'autre leur identité secrète?
Bon, sans aller trop dans le sentimental. Ouais, sans aller dans le sentimental, bon, voilà, je trouve que ça beau quand même comme scène. Voilà, c'est. Non, c'est pas mal, j'avoue. C'est bien, c'est bien réussi. Ouais, je te dis, je pense que c'est l'un des Tim Burton les mieux réussis pour moi. Là, Tim Burton s'amuse, quoi. C'est pas le dernier Tim Burton où il s'amuse. Il y a d'autres films après où il s'amuse bien quand même. Oui. Je pense pas que c'est le seul où il s'amuse bien. D'ailleurs, j'ai lu des interviews où il dit qu'en fait, il s'amusait pas sur ce film-là parce qu'il y avait le stress de la grosse production et machin. Et les pauvres choux. Ouais, mais il y a eu pire. Encore un riche qui se plaint. Ouais, bon. On va, une conclusion sur Batman le défi. Regardez-le, c'est tout. Regardez-le, c'est un classique. De toute façon, ça fait partie des films à regarder, je trouve. Ouais. Nuki Day. Meilleur pingouin. Et... C'est le seul pingouin de l'audiovisuel. Non, il y a eu la série Gotham avec le pingouin, mais comme tout dans Gotham, c'est raté, donc. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais oui, franchement, le pingouin qui fait tout le film à lui seul. En même temps, vu l'acteur. Oui, Danny DeVito, meilleur acteur. Légende, hein. Du monde. Il y a débat. Demandons son avis à UV Ball. All the actors ever worked with, Ben Kingsley or whatever, are fucking pussies, nothing else. Merci. Du coup, pour moi, je pense qu'on a compris mon avis. Hein. Moi, je suis pour. Allez, du coup, déçu. J'ai pas aimé, mais c'est pas pour moi. Est-ce que tu peux comprendre... Est-ce que tu penses que, vu que dans les années 90, il était sur la télé, s'il l'avait fait en 2020, il serait sur Twitter, en train de regarder ce que pensent les gens, en train de chasser le crime sur Twitter Non, je pense pas, non. J'avoue, le Batman moderne. Ça n'aurait jamais dû échapper les années 50, les super-héros. Hein. C'était une erreur. Bref. Du coup, voilà, on est arrivé au bout de et Arknea moi, j'ai déjà dit mon avis. Oui, non, si, il a dit son avis, là. Oui. Je me souviens plus. J'ai dit que c'était un classique, qu'il fallait regarder. Écoute, les trous de mémoire, j'ai trop vu. Bon, je peux conclure du coup. Tu bois, toi? Oui, moi je crois. C'est pour ça, hein. En conclusion. Mais donc, du coup, on est venu à bout de toutes nos recommandations. Alors, est-ce que quelqu'un a une conclusion de Derrière les fagots? Écoute, je vais juste faire le mot de la fin, du coup. Est-ce qu'on a compris l'esprit de Noël? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'avons-nous appris? Je tiens à dire quand même qu'on a réussi à faire des films qui se lient bien entre eux, parce qu'on a parlé de monstres, on a parlé de clochards, on a parlé de tortues magiques, donc finalement, je trouve qu'on a bien compris l'esprit de Noël. Puis on a parlé de Batman aussi. Voilà, je veux dire, tout Noël avec Batman est un Noël réussi, enfin pour moi en tout cas. Là, je sais qu'il y a... Pour des sous, je sais pas. Daisu, il est en train de crever intellectuellement là. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de parler de films de Noël avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée tous ensemble. Oui. Et je souhaite à tous ceux qui nous ont écoutés déjà les remercier de nous avoir écoutés, déblatérer des conneries pendant 2 heures. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne fin d'année 2020. On en a tous besoin. Au revoir à tous. Au revoir. Passez un très bon Noël. Et je vais donner le mot de la fin au V-Ball. Vous pouvez dire quelque chose à notre chère audience? Basically, my message is fuck yourself.